Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici. Aujourd'hui, je vous explique ce qu'est la charge en électricité et plus particulièrement pour les générateurs. Et pourquoi il ne faut pas démarrer ou arrêter en charge et les éventuelles conséquences si vous le faites. Avant de démarrer, je souhaite préciser que cette vidéo a pour but de faire de la prévention pour acquérir les bons gestes. Je vais donc utiliser des analogies qui ne sont pas forcément précises ou très réalistes, mais qui ont but d'être le plus visuel possible. Si vous êtes plus spécialisé que moi sur les concepts de l'électricité, merci d'apporter votre pierre à l'édifice de la connaissance et de la compréhension dans les commentaires. Pour bien comprendre ce que le terme en charge veut dire pour un générateur électrique, qu'il soit statique comme un convertisseur ou rotatif, soit pour un générateur d'éolienne, soit pour un groupe électrogène tout simplement, je vais me servir de ce générateur discoïde. Certains l'auront reconnu, ça vient des éoliennes Piggott, donc c'est un générateur qui a le gros avantage lorsqu'il tourne à vide, c'est-à-dire que rien n'est branché. Là je mesure la tension. En fait il n'a aucune résistance à part la résistance mécanique du roulement. Voilà, comme il n'y a pas de... Comme les bobinages ne sont pas dans du métal, il n'y a pas la problématique des crantages et de la difficulté à faire démarrer le générateur. Donc je mets en série deux phases, de manière à les mettre en court-circuit et de mesurer le courant. Voilà. Et là on voit qu'il est déjà plus difficile à faire tourner en mesurant le courant. On arrive à peu près 3 ampères. Avec l'ampère-mètre on mesure 2 ou 3 ampères, mais ce qui nous intéresse ici ce sont ni les volts ni les watts, ce sont les ampères, c'est-à-dire le flux d'électrons qui circulent dans les bobinages et qui génère par courant de Foucault cette résistance. Et maintenant voyons l'effet que ça a si j'ai mon générateur qui est lancé à une certaine vitesse et que je connecte les 3 phases ensemble. Je vais refaire un essai pour être sûr. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu violent. Alors évidemment, faites pas ce genre d'expérience de court-circuit avec votre onduleur ou même le réseau Enedis. Ça n'aimerait pas du tout. Ici, la planche et les caplas représentent un convertisseur ou un générateur électrique. La planche, ce sont les bobinages électriques et les caplas qui sont en équilibre représentent l'électronique de l'appareil. Cas particulier des onduleurs et des convertisseurs souvent qui sont pas très chers, qui en fait ils sont entièrement composés d'électronique. Il y a un tout petit peu de transformateurs à l'intérieur, mais ce sont plus des bobines de filtrage de courant, et l'essentiel de l'injection de courant électrique se fait à partir de transistors. Donc ils sont plus sensibles à ce genre de cas, ce qui n'a rien à voir avec les convertisseurs beaucoup plus haut de gamme qui ont un transformateur torique qui est ce qui se fait de mieux en termes de rendement pour des transformateurs cuivre. Dernier point, considérons que notre convertisseur a une puissance nominale de 2500 watts. Première partie de l'analogie, la mise en charge de l'appareil. Donc pour 100 watts, on va mettre l'équivalent d'un litre d'eau, donc 1 kg. Pour 500 watts, 5 litres d'eau. Et pour 2000 watts, j'ai trop peur de faire tomber ma petite pyramide en fait. Et pour 2000 watts, évidemment, 20 litres d'eau. C'est sensible ces choses-là. Donc, la bouteille d'eau représente la charge électrique qu'on lui demande à notre appareil. Et le fil, évidemment, c'est la liaison électrique entre l'onduleur ou le générateur quelconque et la charge. Donc là, je mets simplement l'équivalent de 100 watts sur notre onduleur qui peut en supporter 2000.
Voilà, donc là on est assez tranquille. La charge ne permet pas fait fléchir à peine le fonctionnement du convertisseur. Maintenant je mets 500 watts, ce qui représente 20% de la capacité de notre convertisseur. Donc là le fléchissement est plus conséquent, mais ça passe, c'est le fonctionnement normal de l'appareil. Et maintenant je mets 2000 watts sur notre onduleur de 2500 watts. Là on est sur le fonctionnement nominal de l'appareil. Ici, mon bras représente le flux des électrons, c'est-à-dire les ampères qui circulent dans l'installation électrique. L'espace entre ma main et la planche représente la marge de manœuvre que l'on a entre la charge qui est appliquée à l'appareil et la capacité de l'appareil à supporter cette charge. Ici, on a un onduleur, on va dire théorique, de 2500 watts et on lui applique une charge de 100 watts. Le ciseau représente le fait que l'on arrête l'installation depuis l'interrupteur de l'appareil sans avoir coupé la charge. Voilà. Donc là j'ai eu un petit mouvement de recul puisque la charge a disparu entre guillemets sans prévenir. Donc je fais la même opération mais cette fois avec une charge de 500 watts et j'ai réduit l'espace qui est entre ma main et la puissance théorique de mon convertisseur. Voilà, donc là on est passé limite de la catastrophe. Et je termine par l'idée de ce qui pourrait se passer avec une charge de 2000 watts sur un onduleur de 2005 sur son électronique et sur son installation cuivre s'il en a une. Bon, je vais refaire la même en haute vitesse. Voilà. Donc comme pour le constater, si on arrête l'appareil sans avoir coupé les charges au préalable, c'est-à-dire prendre le temps de reposer sa charge, la remettre sur une masse zéro, c'est l'électronique qui prend en premier et éventuellement ça peut être le cuivre qui subit des conséquences. En fait, ce qui se passe quand vous arrêtez votre générateur ou votre onduleur sans avoir coupé la charge, c'est-à-dire sans l'avoir descendu doucement en coupant les disjoncteurs et en mettant la demande à zéro, c'est comme si d'un seul coup, la puissance envoyée par votre onduleur ou votre générateur se retrouvait bloquée, rebondissait et lui revenait à l'intérieur et du coup grillait les systèmes. Pour avoir un terme plus électrique, la tension chute brutalement et du coup c'est l'intensité qui augmente brutalement et qui fait rebond dans l'électronique et dans les bobinages de votre appareil. Et pour faire un démarrage qui se passe en douceur, c'est exactement la même chose. Vous devez disjoncter l'ensemble de votre installation, vous démarrez votre convertisseur ou votre groupe électrogène et une fois que c'est fait, vous enclenchez les charges. Et c'est votre onduleur ou votre générateur qui supportera ou qui gérera le fait de la mise en charge. Pour revenir plus particulièrement sur le cas des groupes électrogènes, voici une seconde analogie. Imaginons que vous êtes un cycliste, alors éventuellement sur un vélo d'appartement ou plus facilement sur une route, mais que vous devez tracter une remorque. Disons que votre puissance de traction c'est nominal 200 watts, maximum 250 watts et on surcharge pendant 5 secondes 500 watts. Et pour faire simple, disons que 1 watt égale 1 kg. En réalité, votre puissance électrique pour quelqu'un qui n'est pas cycliste professionnel, ce serait plutôt 25 watts, donc 25 kg. Mais c'est beaucoup moins parlant. Cas numéro 1, vous êtes sur le plat, votre remorque est vide, vous démarrez sans difficulté et lorsque vous atteignez votre vitesse tranquille de 25 km/h, tout va bien. Et si je charge votre remorque par petits paliers, ça sera un peu plus difficile, mais vous arriverez toujours à rouler. Cas numéro 2, vous êtes toujours sur le plat. Par contre, cette fois, j'ai mis 200 kg de batterie dans votre remorque. Donc, pour le démarrage, c'est un petit peu plus difficile. Mais une fois que vous avez atteint votre vitesse de croisière de 25 km/h,
ça roule. Voilà, vous devez quand même dépenser l'énergie pour tracter 200 kg de batterie, mais ça le fait. Super le bruit. Mais un pouce en l'air si tu aimes le bruit. Cas numéro 3, vous êtes à 25 km/h avec votre vélo, votre remorque vide, et d'un seul coup j'y dépose 500 kg pendant 5 secondes. Donc ça va vous freiner, et au bout de 5 secondes, je renlève 300 kg, il vous reste 200 kg à tracter, donc ça va être un petit peu dur, ça va vous mettre un coup, mais vous arriverez à rouler, voilà, ça tirera sur les jambes dans quelques secondes, mais ça va passer. Cas numéro 4, vous roulez tranquillement avec 100 kg de batterie dans votre remorque à 25 km/h avec votre vélo, et d'un seul coup j'y dépose 1 tonne de batterie. Là, je pense que vous êtes stoppé net et vous passez par-dessus le vélo. Et je ne vous parle même pas de l'état de la remorque derrière. Et enfin, cas numéro 5, je mets 1 tonne de batterie dans votre remorque et vous tentez de démarrer. Et si vous insistez vraiment, vous risquez simplement de casser le pédalier. Dernier point important quand on parle des charges électriques, il y a les charges résistives. Par exemple, une charge de 1000 watts pour chauffer l'eau, ce sera 1000 watts à assumer par votre générateur tant à la mise en route qu'au fonctionnement. Et il y a les charges inductives. Là, c'est pour les moteurs et tout ce qui comporte des bobinages. Considérons un moteur de 1000 watts. Au moment de son démarrage, il demandera entre 3000 et 5000. Une fois en fonctionnement, il demandera environ 300 watts. Et ensuite, en fonction de sa technologie, sa puissance augmentera, voire dépassera sa puissance nominale en fonction de la charge de travail qui lui sera demandée. C'est une des raisons pour lesquelles il faut toujours prévoir une marge suffisante entre votre besoin nominal et la puissance du générateur que vous utiliserez, que ce soit un groupe électrogène ou un convertisseur pour l'usage courant. Bien, nous voilà au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. Si ça vous a plu, merci de mettre un pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre, merci de la partager. D'ici la prochaine vidéo, je vous trouve sur le Slack Technidici, dont j'ai parlé dans le vlog de janvier. Je vous mets la fiche en haut. Vous pouvez aussi me retrouver sur la page Facebook où là je rediffuse des informations liées à l'habitat écologique et aux énergies renouvelables. Et également depuis quelques semaines j'ai créé un lien d'affiliation Amazon, et si vous y faites des achats de temps en temps et que vous avez envie de m'aider au financement du matériel, merci d'utiliser ce lien. J'en parle également un peu plus longuement dans le vlog de janvier, histoire d'avoir des explications sur pourquoi j'ai fait ça. À bientôt!